Donc je suis Grégoire Ray, je suis le directeur du Centre d'épidémiologie sur les causes de décès, donc qui se situe à Kremlin-Bicêtre, pas très loin d'ici. Une unité de service de l'INSERM qui produit la base des causes de décès. Alors aujourd'hui je fais une présentation sur les mesures des inégalités socio-spatiales de santé. Le titre n'est pas les inégalités socio-spatiales de santé, c'est les mesures. Donc c'est vrai que je vais à la fois présenter des résultats, mais quand même, vous le verrez, pas mal discuter de comment on obtient ces résultats et des méthodes de mesure notamment. Alors bon, les inégalités socio-spatiales de santé, je vais balayer brièvement les grands axes de réflexion. Donc, de ce que je vais ensuite développer, on entend socio-spatial, donc des facteurs à la fois individuels, et on peut imaginer tout un tas de façons de mesurer le niveau socio-économique, que ce soit à travers le niveau d'études, la trajectoire professionnelle, j'y reviendrai brièvement, l'histoire personnelle, et puis des facteurs plus collectifs, et là l'échelle spatiale notamment est souvent envisagée, mais on peut plus généralement penser à des facteurs communs à un groupe identifié, famille, ethnie et contexte de vie. Mais on verra qu'ensuite, quand on travaille sur des bases de données nationales, on est vite limité. Et donc j'en découle 3 types d'études individuelles. Et là, on va assez vite être limité par la disponibilité des données sur le niveau socio-économique individuel, associé à des données de santé en population générale, j'entends, puisque je traiterai que d'études qui essayent de donner des indications sur les inégalités de santé en population générale. Les biais de déclaration, donc voilà, un certain nombre d'acteurs nous demandent, nous au CPIDC par exemple souvent, est-ce que vous pouvez nous fournir des données avec la profession déclarée sur le certificat de décès. On sait que c'est très mal déclaré, c'est déclaré par des proches, c'est pas comparable à ce qui peut être déclaré à l'état civil ou pendant un recensement par les personnes de leur vivant. Donc pour calculer des taux et des inégalités, c'est assez limité. La causalité inverse, c'est toujours une problématique quand on parle d'inégalité de santé. Bon, est-ce que c'est la santé qui est à l'origine d'un déclassement social qui est ensuite devenu des inégalités de mortalité, par exemple, ou est-ce que c'est l'inverse, un déclassement social est à la source et à l'origine d'une difficulté et de différentiel de santé uniquement. Voilà, les analyses écologiques, j'y reviendrai, surtout donc les analyses spatiales. Et puis je finirai rapidement sur les analyses multiniveaux, c'est des analyses qui sont assez récentes et encore un peu fragiles, et vous le verrez, les résultats sont fragiles. Et donc dans les problématiques sur lesquelles je tiens à insister, c'est bon, finalement à quelle échelle on travaille et quelles sont les plus pertinentes, notamment lorsqu'on travaille sur des questions spatiales, mais beaucoup aussi comment on synthétise un peu ces inégalités, comment est-ce qu'on peut les mesurer de façon un peu identique et comparable entre des pays, ce qui a été une problématique déjà bien prise en compte par notamment Johan Mackenbaar, qui donc dans une équipe néerlandaise et qui a beaucoup travaillé sur les inégalités sociales de mortalité. Donc vous connaissez peut-être déjà ce graphique qui présente les inégalités de mortalité par niveau d'études, donc entre 90 et 2000, avec un indice relatif d'inégalité. Donc déjà on a un petit sujet méthodologique, qu'est-ce qu'un indice relatif d'inégalité, mais j'y reviendrai, mais enfin à ce stade on dit que c'est essentiellement un indice qui synthétise les inégalités de mortalité qui sont associées au niveau d'études et qui essaye cet indice d'être le plus comparable entre les pays. Déjà, donc, ce qu'on peut observer, c'est que les différentiels de mortalité liés au niveau d'études chez les hommes, bon, évidemment, sont tous ces différentiels, c'est-à-dire plus le niveau d'études est bas et plus la mortalité est élevée. Ça, c'est vrai dans tous les pays, c'est important de le préciser. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Donc chez les hommes, ce qui est entouré, c'est les valeurs pour la France. On va dire que sont plutôt élevées. On n'est pas à un niveau particulièrement favorable, mais enfin bon, voilà, il faut voir que ce graphique, et là on voit bien la difficulté des disponibilités de données, y compris internationales, qu'il mélange un peu des choux et des carottes, hein, parce que là vous avez l'Italie, c'est Turin, Barcelone, Madrid,
Pays Basque, donc on voit bien que dans certains pays du Sud, les données ne sont juste pas disponibles. Tout ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est des données qui sont... Pardon ? Non, qui sont donc des données non chaînées, c'est-à-dire que ce n'est pas des données longitudinales, on a recueilli le niveau d'études au cours du suivi, puis on a la mortalité à la fin. On a recueilli le niveau d'études à la fin, au moment du décès, donc ça peut générer des biais et notamment des biais qui peuvent accroître les inégalités, donc il faut se méfier de ce graphique. Mais bon, en France, on va dire qu'on est à un niveau plutôt élevé, chez les hommes comme chez les femmes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on va dire l'incertitude autour de l'estimation en France, elle est relativement importante, alors qu'on est quand même un plus gros pays que la plupart des autres, hein, Suède, Norvège par exemple. Ça vient du fait notamment que ces estimations sont basées sur l'échantillon démographique permanent qui est 1% de la population française. Et on voit qu'on ne va pas pouvoir creuser beaucoup plus ces inégalités déjà, parce qu'on voit qu'on a une précision assez faible. Donc des inégalités chez les hommes comme chez les femmes. Alors, on s'intéresse, on entend souvent, oui, les inégalités sociales augmentent en France, sont en cours d'augmentation, etc. Bon, est-ce que c'est vrai? Comment on le mesure? Et ça, c'est aussi un travail de Meckenbach, hein, pour ne pas changer. Il s'est interrogé sur, bon, je vais regarder ce qui change en valeur absolue. Voilà, j'ai la différence de taux de mortalité entre les plus éduqués et les moins éduqués. Je la regarde à différentes périodes, je regarde comment elle a varié. Ou j'ai le ratio des taux à différentes périodes et je regarde comment ça varie. Et il constate que la différence de taux chez les Français, en France par exemple, a diminué. Ça veut dire que les inégalités absolues de mortalité ont diminué en réalité entre les années 90 et les années 2000. En France, chez les hommes. Elles sont stables chez les femmes. A contrario, et ça c'est vrai pour la plupart des pays européens, à l'exception de la Finlande, on a quasiment toujours eu une diminution des inégalités absolues. En revanche, si on regarde l'évolution des inégalités relatives, donc les risques relatifs de mortalité, ils ont plutôt augmenté dans la plupart des pays. Donc forcément, comme la mortalité a baissé dans tous les pays pendant cette période, même si on a parfois des fortes baisses de diminution de l'inégalité absolue, ça peut quand même être associé à une augmentation des inégalités relatives. Donc voilà, la façon de lire un peu ces résultats peut être différente selon la métrique qu'on regarde. Et d'ailleurs, lui, il en déduisait, on observe à peu près la même chose chez les femmes, sauf que c'est un peu plus décalé vers la droite, et les inégalités absolues sont globalement plus élevées. Il en déduisait que, fixer des objectifs de réduction des inégalités relatives, il se dit, à mon avis, ça va être difficile à atteindre, parce qu'on n'a quasiment aucun pays qui y arrive. Pratiquement tout le monde est soit au mieux à zéro, mais personne n'a réussi à réduire. Par contre, fixer des objectifs de réduction d'inégalité absolue, ça lui semble atteignable, puisqu'il y a des modèles et des exemples où ça a été observé. Bon, ça reste politique, un peu comme débat, mais bon, voilà. Alors, si on creuse un petit peu et qu'on regarde les évolutions des inégalités en France, alors, on parle de mortalité prématurée avant 65 ans, ça c'est un classique quand on travaille sur la mortalité. On constate que, alors chez les hommes, on a une baisse qui s'observe en fait, en réalité à partir des années 80, de la mortalité, quel que soit le niveau d'études initial. Baisse qui, vous le remarquerez, est plus marquée chez si on regarde la population entière, toutes les catégories confondues, tout simplement parce que pendant cette même période, on a de plus en plus de populations avec un niveau d'études qui augmente petit à petit. Donc en fait, on va décaler petit à petit vers le bas la population générale, et donc on va diminuer plus la mortalité si on regarde comme ça. Là, on voit bien que, à la limite, les inégalités absolues, on a un peu l'impression qu'elles sont assez constantes, et donc, comme la mortalité diminue, on va avoir des inégalités relatives qui augmentent. Donc chez les femmes, c'est un peu différent, ça a diminué jusqu'au milieu dans les années 80, puis ensuite c'était plus stable, mais par contre sur la mortalité, pareil, toutes catégories confondues, on a eu une diminution pour les mêmes raisons, évidemment, niveau d'études qui s'accroît au cours du temps. Alors, un petit peu de méthodologie, qu'est-ce que c'est que le RI? Parce que tout ça, j'ai oublié de le préciser,
c'est avec toujours cet échantillon démographique permanent, avec une incertitude assez importante, une incertitude statistique assez importante autour de ces estimations, d'où entre autres l'intérêt de synthétiser l'ensemble de ces informations, comme vous le savez, comme quand on fait un test de tendance, on sait qu'on va synthétiser un peu l'ensemble de l'information et essayer d'avoir un peu plus de puissance. C'est entre autres ça qui est derrière ce RI, c'est-à-dire chercher la tendance qui associe l'ensemble des catégories sociales au niveau de mortalité. Mais c'est pas que ça, parce que c'est comment mesurer le niveau socio-économique en l'occurrence. Ça consiste à calculer un rang qui est égal en fait, le rang socio-économique à la proportion de population qui est à un niveau d'études plus élevé que soi. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que plus, si on est au rang socio-économique 1, on est au niveau socio-économique, au niveau d'études le plus bas. Donc tout le monde a un niveau d'études plus élevé que soi. Donc on n'est pas au meilleur niveau. Donc ça permet entre autres ça de prendre en compte les évolutions structurelles de la population. Le niveau d'études, je vous l'ai dit, a globalement augmenté dans la population. Et donc, on va dire les effets de sélection qui sont associés à ce niveau d'études. Autant il y a 40 ans, ne pas avoir le bac, on va dire que ça pouvait représenter une population assez importante qui était peut-être du coup moins sélectionnée qu'aujourd'hui. Ne pas l'avoir aujourd'hui, ça réduit la population, donc on parle d'une population qui va être du coup plus défavorisée relativement aux autres classes de la population. Du coup, utiliser ce rang socio-économique permet aussi de prendre en compte ça, et donc on regarde bien l'association entre ces deux facteurs. Alors ça c'est en relatif, on fait un classique, une régression qui permet de calculer ce bêta. Alors certains auteurs se sont dit tiens, on va le calculer en faisant on a des publications dans StatMed qui sont très, très étonnantes là-dessus, où ils ont fait un spleen, ce qui n'a aucun sens, puisque le but c'est de synthétiser une tendance. Mais bon, passons. En tout cas, il ne faut pas le surinterpréter comme le risque relatif entre les scores 1 et 0, mais bien comme une pente moyenne sur l'ensemble de la tendance entre niveau socio-économique et mortalité. Et donc c'est un peu le moins mauvais paramètre qui permet d'estimer cette pente. Enfin, ces inégalités avec une fonction linéaire. De même, comme c'était relativement mal, exprimé, certains ont estimé une version absolue de cette quantité en la déduisant du RI, de cette valeur relative, alors qu'en réalité on peut l'estimer de la même façon avec une régression simplement avec une fonction identité à la place d'une fonction log par exemple. Voilà, donc on a refait les estimations en appliquant ces méthodes. Vous voyez que du coup, si on regarde les évolutions d'inégalité relative entre les périodes et les différentes façons de faire, on ne voit pas grand-chose en réalité. On a des intervalles de confiance qui sont assez importants et on ne peut pas vraiment déduire qu'il y a eu des évolutions très fortes, clairement identifiables, plutôt à la hausse quand même, si on met une tendance, et plutôt à la baisse si on met une tendance sur les inégalités absolues. Alors, c'est pas le tout. Le SI, les inégalités absolues, je vais être assez bref. Une fois qu'on se dit tiens, on va comparer entre des pays ces inégalités absolues, le problème, c'est donc différence de taux, hein, c'est que ça reste, lorsqu'on fait cette tendance-là, ça reste associé quand même à l'âge. Évidemment, plus on va avoir des classes d'âge élevées, plus la mortalité est beaucoup plus élevée aux classes d'âge élevées, plus donc le SI va être élevé. Donc on se dit, bon, une fois qu'on a calculé cette pente, il faut essayer d'en déduire une quantité qui soit comparable entre les pays. Donc une façon de faire, c'est d'utiliser des poids standards pour les différentes classes d'âge pour en déduire une mesure synthétique. Mais bon, quand on commence à partir dans la standardisation classique, on se dit que c'est pas forcément, c'est un peu arbitraire le choix des poids standards, etc. Une autre métrique possible, c'est d'utiliser une façon de compter ces inégalités en termes de différentiel d'année de vie perdue, par exemple. Et c'est ce qu'on a essayé de développer, notamment en essayant de les calculer par cause de décès. Alors là, on voit que les causes cardiovasculaires sont croissantes avec l'âge, et les différentiels sont fortement expliqués par ça aux âges élevés.
Ensuite, la part des autres causes, évidemment, est assez importante. Donc voilà, si on exprime ça en différence d'inégalité, en différence d'années de vie perdues, on obtient voilà, des différences d'années de vie perdues entre les catégories les plus, encore une fois, les moins éduquées et les plus éduquées. Donc voilà, de l'ordre de 6 à 8, avec un pic à 8 ans dans les années 90, une vague tendance à rebaisser derrière, mais non significative, chez les hommes comme chez les femmes, avec une part vaguement croissante des cancers. On voit que, on le sait, chez les hommes et chez les femmes, pour le coup, ça a été assez différent. Les inégalités sociales de mortalité par cancer chez les femmes ont tendance à être négatives, avec une variation dans le temps, donc le cancer du sein notamment qui était associé négativement au niveau socio-économique par exemple, tandis que le cancer du poumon a une tendance à aller vers le positif, avec une évolution dans le temps de cette tendance. Alors voilà, mon trajectoire socio-professionnelle, je vais être bref, c'était une autre façon d'aborder le sujet et on avait travaillé dessus. Alors les bases qui sont disponibles en population générale, il n'y en a pas aujourd'hui beaucoup, il va y en avoir de plus en plus là, avec le fait que l'échantillon démographique permanent maintenant est chaîné avec les données de déclaration des données sociales des employeurs qui permettent d'avoir la profession chaque année, mais tous les régimes ne sont pas couverts, enfin vraiment des problématiques qui sont un peu similaires à ce qu'on peut avoir sur les bases de données médico-administratives. Et donc on a quand même travaillé sur ces données administratives pour voir ce qu'on pouvait en déduire sur les trajectoires professionnelles, avec des biais, encore une fois, de sélection, puisqu'il n'y a pas, par exemple, les indépendants ou les fonctionnaires. Bon, on sait que c'est quand même intéressant. Bon, ce qu'on a pu quand même essayer d'identifier, c'est que le temps passé cumulé, par exemple, même en ajustant sur la profession initiale, pouvait accroître le risque de mortalité au cours du temps, hein, que ce soit pour le cancer, maladie cardiovasculaire, ou que alors, la mobilité sociale, lorsque le taux de transition était élevé, on a eu plutôt une petite tendance à une surmortalité, mais voilà, ce qui nous laissait entendre que potentiellement, il y avait peut-être, c'était pas forcément une mobilité sociale qui était toujours souhaitée, mais qu'elle était parfois subie. Voilà. Alors si on va plus loin dans les modèles, pour prendre en compte la bidirectionnalité de l'association entre le niveau socio-économique et la mortalité, il faut mettre en œuvre des modèles dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà, on a essayé du coup de faire une modélisation conjointe entre la trajectoire professionnelle et puis la survie. Et puis à la fin, ça donne un modèle où on analyse finalement la matrice de variance covariance et on se rend compte que c'est assez difficile à interpréter aujourd'hui, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, passons à quelque chose de plus, disons, peut-être terre à terre, l'approche spatiale, intérêt en soi déjà, parce que bien souvent, aujourd'hui, l'approche spatiale elle est un peu utilisée comme un dérivatif pour étudier les inégalités sociales, alors qu'en fait, les inégalités spatiales sont intéressantes en soi, à savoir ce qu'il y a sur le territoire des différences de santé. Décrire les phénomènes spatiaux, et puis il y a beaucoup, dans ce pays, beaucoup de gestion des soins, de la distribution des soins, qui sont quand même associés au territoire. Où est-ce qu'on place des soins et autres pour pallier éventuellement à des inégalités. Donc c'est très intéressant quand même de travailler en soi sur l'approche spatiale. Et puis c'est vrai que c'est assez pragmatique, on a souvent une information géographique disponible sur l'ensemble des territoires et en routine. C'est le cas des bases de données médico-administratives, c'est le cas des causes de décès depuis longtemps. Alors que je vous l'ai expliqué, en termes de données socio-économiques, c'était plutôt le désert dans la plupart des bases de données. Donc c'est exploitable, et puis bon, comme c'est des données regroupées, on a moins de contraintes de confidentialité, et donc historiquement on a souvent eu moins de difficultés à accéder à ces données. Par contre, attention, biais écologique, vous le savez tous, hein, mais enfin vous le savez tous, mais apparemment il y en a qui se plantent quand même. Ouais, j'y reviendrai après. Ouais, hein, quand on travaille à l'échelle écologique du groupe,
attention à ne pas surinterpréter des associations observées à l'échelle individuelle. Il y a des facteurs de confusion multiples, culturels, environnementaux, et on ne peut pas donc transposer une association observée à l'échelle spatiale à l'échelle individuelle. Alors brièvement, une description de ce qui se passe en France. Là, c'est un peu plus difficile de faire des analyses internationales parce que les données à une échelle fine ne sont pas forcément facilement trouvables. Donc je vais me concentrer sur la France. Qu'est-ce qu'on observe? Bon, déjà des inégalités assez fortes. Hein. Là, vous regardez, on est au-dessus de 125 et en dessous de 75, donc 0,75 et 1,25. Donc on peut être du 1 à 1,50 selon le lieu sur le territoire. Des constantes, donc des fortes surmortalités en Bretagne, dans le nord, et ça a perduré. Dans l'est de la France d'une moindre mesure, puisque l'extrême est a plutôt eu tendance à passer dans le bleu, c'est-à-dire une sous-mortalité au cours du temps. Par contre, ce qui apparaît clairement, c'est le creusement d'une surmortalité dans une diagonale qui va du nord-est jusqu'au centre, et ça de façon très marquée qui s'installe. Si on regarde encore plus finement, on se rend compte que autant il y avait une certaine homogénéité au sein des régions dans les années 70, autant à partir des années 90, et ça se voit assez bien dans les années 2000, au sein de chaque département, entre la préfecture du département et ce qui l'environne, on va avoir un écart assez important de mortalité, donc un creusement en gros des inégalités entre le rural et l'urbain, qui est un phénomène qui est quand même assez intéressant, et inquiétant aussi d'une certaine manière. Alors voilà, bon, on a essayé de mesurer, nous, la part de variance qui pouvait être mesurée de ces inégalités spatiales de mortalité proprement dites à différentes échelles. On regarde par cardiopathie ischémique par exemple, et son évolution dans le temps. Alors c'est toujours, plus on est fin, et plus et plus les inégalités sont faibles. Non, ça va vers eux. Plus on est fin et plus les inégalités sont fortes. Et en fait, on voit bien que autant à une échelle agrégée, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'échelle des régions au cours du temps, finalement les inégalités n'ont pas trop évolué. Par contre, si on va à une échelle fine, notamment ce qui va intégrer des inégalités rurales, urbaines, internes à un département, à une zone d'emploi, on va avoir un accroissement de ces inégalités au cours du temps. Donc voilà, si on regarde ensuite la part relative commune-région sur les maladies cérebrovasculaires chez les femmes, par contre là on a une variation qui est assez... Voilà, on est passé... J'avoue que ce résultat... chez les femmes, c'est un peu particulier. C'est juste pour dire qu'on peut calculer ça avec des modèles qui permettent de modéliser plusieurs échelles en même temps. Alors, une fois qu'on a dit ça, on veut donner un petit peu de sens et de voir un petit peu qu'est-ce qui est à l'origine de ces inégalités spatiales. Et donc, on s'intéresse assez vite à leurs composantes sociales, en fait. D'où l'idée qui est souvent utilisée. Les informations socio-économiques sont rares dans les bases de données médico-administratives ou en tout cas en population générale. Voilà, c'est MUC ou caisse d'affiliation dans le SNIRAM, rien dans le PMSI ou peu de choses. Je l'ai dit sur les certificats de décès, la profession, mais assez peu exploitable. Dans les données de registre, à part l'adresse des personnes, il y a très peu de choses, voire rien du tout. Donc souvent, on a recours au lieu de résidence pour caractériser le niveau socio-économique, avec toutes les limites que j'ai évoquées avant. Voilà, une fois qu'on a dit ça, et qu'on veut se dire, tiens, je vais essayer de caractériser le niveau socio-économique, quelles mesures je peux retenir? Alors, dans la littérature, on se penche souvent, mais ce qui est souvent utilisé, il y a un concept qui est assez vague, qui avait été utilisé à l'époque en Angleterre, et développé par Townsend. Il avait dit, voilà, je vais essayer de mesurer ce qu'il appelait la deprivation, après avec différentes façons de le traduire, des favorisations, c'est pas dans le dictionnaire, des avantages sociaux, comme un état observable et démontrable de désavantages relatifs face à la communauté locale ou à l'ensemble de la société. Bon,
finalement, il a juste utilisé pour avoir une espèce de proxy qui lui permettait de mesurer des inégalités dans des données qui, à l'époque, entre autres, n'avaient pas le revenu, d'ailleurs, dans les données anglaises, donc il lui fallait quelque chose qui essayait de mesurer ce niveau socio-économique. Et puis, le but de se donner une espèce de concept, c'est aussi de faciliter la comparabilité interétudes et qu'un peu tout le monde utilise ce même concept. Alors, en pratique, ensuite, ça a été interprété de façon assez variable, puisque soit on peut utiliser un indice qui mesure le niveau socio-économique de l'unité spatiale en tant que proxy individuel, en essayant de minimiser les biais écologiques, ou alors on se dit, bah non, je reste à l'échelle écologique, je vais juste mesurer ce qui caractérise, ce qui sépare le plus au niveau socio-économique les différentes unités spatiales, je vais maximiser l'hétérogénéité socio-économique entre les unités spatiales. Pas forcément la même approche, pas forcément les mêmes méthodes qui sont mises en œuvre. Alors, ce que lui avait utilisé, enfin les Anglais en tout cas, l'indice de Townsend et Carstairs, pour tous ceux qui ont fait un peu de littérature sur le sujet, on retombe rapidement là-dessus, avec une approche très pragmatique en fait. Il n'y a pas de justification un peu théorique du pourquoi ils ont choisi telle et telle variable, c'était un peu, voilà, quelles sont les variables dont on pense qu'elles se rapprochent d'un niveau socio-économique donné, on les retient, et puis on en fait ce qu'ils appellent un Z-score, on fait la somme, on les centre, on les réduit, puis on met tout dans le même... On cumule le tout. On voit déjà qu'il y a le pourcentage de ménages sans voiture dedans, le pourcentage de ménages dont le logement est surpeuplé, des variables qui sont a priori comme ça, assez associées au caractère rural ou urbain des unités spatiales considérées. Alors il se trouve qu'en Angleterre, ça marche bien, parce qu'en fait, le niveau de santé est plutôt meilleur en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc moins on a de voitures, et plus on va mal. Mais pas de chance, ça ne marche pas en France. C'est le contraire. Donc ça ne marche pas bien. Voilà, donc indicateur écologique pragmatique. Voilà, après, comment on fait ce choix de dimension? Est-ce qu'on est représentatif en milieu rural urbain? Voilà, on voit bien que les choix sont discutables. Bon, eux, ils observaient une belle association entre leur indice et puis la mortalité. Je vais vite, hein, donc une association. Voilà, et ensuite il y a eu des évolutions méthodologiques. On est peu à peu passé à des analyses factorielles. Là j'étais parti de ce qui se faisait au Royaume-Uni. Des analyses factorielles qui sont développées dans différents pays. Les Anglais qui ont refait une couche et beaucoup plus vaste, en utilisant toutes les bases de données administratives qui leur permettaient de mesurer plein de choses avec des données des différents ministères, d'éducation nationale, de la justice, de criminalité, du niveau d'études à une échelle fine. Ça s'appelle ça un liste de déprivation multiple. Ça, on l'a pas fait, ce travail. Et puis le DI qui a été développé, c'est du European Deprivation Index, sur des données européennes, je vais développer plus tard, qui sont à la base issues de données d'enquête en population, sur une enquête européenne, et qui a pour objectif de donner une combinaison de variables la plus prédictive du désavantage individuel. Alors, l'indice EDI donc, vise à définir le désavantage à partir d'une méthodologie commune aux différents pays d'Europe, ce qui en soi est effectivement très, très louable, puisque c'est un déficit en la matière. Et puis à minimiser le biais écologique. Alors ce qu'ils ont fait, donc ils ont défini des avantages sociaux relatifs au pays, donc en essayant à partir de questionnaires, demander aux gens, mais qu'est-ce que vous pensez être vraiment la pauvreté dans chaque pays, ils demandent ça. Ils ont déduit un certain nombre de variables, il y a une espèce de proxy qui leur permet de dire, voilà, je distingue entre ceux qui sont précaires et ceux qui ne sont pas précaires. Et puis ensuite, je cherche des variables. Attendez, faut être... je sais qu'on est on a une heure, on digère, mais là, il faut être au taquet. On cherche des variables du recensement, qui sont présentes en France par exemple, qui sont les plus prédictives de ce qui a été défini un peu à dire du feeling de chacun comme étant de la pauvreté. On cherche avec des variables individuelles de recensement à prédire le mieux possible ce qu'on entend par la précarité et la pauvreté. Okay, une fois qu'on a fait cette combinaison de variables, on applique ce score aux variables écologiques des unités spatiales en disant voilà, ça c'est le proxy le plus prédictif de ce qu'on appelle la précarité, etc. Précarité qui elle-même du coup est relative au pays. Alors du coup là il y a une espèce de passage d'échelle, vous voyez, on passe d'une échelle individuelle, on a des données individuelles avec un score individuel et on passe à l'échelle écologique pour calculer l'indice. Donc ça fait un peu l'hypothèse qu'au finalement ce passage d'échelle se fait
sans heurts, on va dire, sans qu'il y ait de biais écologique dans la mesure de l'association. Ce qui peut être discutable. Bon, à l'échelle de l'IRIS, on peut dire qu'on minimise ça. Donc asymptotiquement, c'est prédictif du désavantage individuel lorsque l'échelle est de plus en plus fine. Et c'est évidemment une approche pragmatique avec les données disponibles. Et alors celui-là, bon, c'est l'indice qu'on a développé nous, j'ai développé d'ailleurs dans ces bâtiments, hein, donc un indice un peu maison. L'indice FDEP qui vise lui à identifier le désavantage spatial sur différentes caractéristiques sociales. Et donc là, on maximise la représentativité, la représentation de l'hétérogénéité socio-économique, on choisit des variables de niveau socio-économique. Alors, il y a une part un petit peu d'arbitraire, hein, littérature, disponibilité des données, quelles sont les variables qu'on choisit, et des variables non redondantes. On essaye de pas garder des variables comme je sais pas, le pourcentage de chômeurs et le pourcentage de chômeurs de plus d'un an, des choses comme ça, qui sont très corrélées par définition. Voilà, et donc c'est vrai que à l'époque où j'ai développé ça, on voulait surtout que ça soit assez reproductif en milieu rural et urbain. On avait vu qu'il y avait des différentiels importants et on voulait essayer de prendre tout dans le même lot. Bref, on a sélectionné 10 variables, on a regardé si ces variables covariaient de façon identique en milieu rural ou en milieu urbain, et puis on a finalement retenu le revenu, le pourcentage d'ouvriers, le pourcentage de bacheliers, le taux de chômage. Puis on a juste gardé ce qui représentait le plus d'hétérogénéité de ces différentes variables. Donc la première composante d'une ACP. Alors là, à l'échelle de la région, ça c'est la mortalité, je vous l'ai déjà montré, puis à l'échelle de la défavorisation, on a, disons, un gradient nord-sud un peu identique. Une échelle plus fine cantonale, je vous ai aussi montré que la distribution de la mortalité, là on voit très vite que les points clairs en France sont des grandes communes, en fait, des zones urbaines. On a quand même vaguement un gradient nord-sud, mais on voit moins bien, on voit bien les écarts localement observés. On a une association entre ce niveau de socio-économique et la mortalité, ce niveau socio-économique à l'échelle spatiale de la commune ou du canton et la mortalité, qu'on observe d'ailleurs à toutes les échelles géographiques. Donc là, on a de gauche à droite, on est de plus en plus défavorisé, et en ordonnée, on voit le SMR qui augmente avec le niveau socio-économique. On constate aussi, avec cette mesure, que finalement, si on regarde la mortalité dans les différentes tranches d'unité urbaine, soit du plus rural au plus urbain, l'agglomération parisienne, que finalement, vous voyez là, ça c'est en agglomération parisienne, c'est là qu'il y a les communes les plus favorisées de France, avec la mortalité la plus faible. Et on a toujours une relation un peu linéaire comme ça, et puis en fait, à un niveau socio-économique donné, on ne voit plus de différence entre les catégories, les communes rurales et les communes urbaines. D'une certaine façon, on se dit, tiens, les différentiels entre communes rurales et urbaines sont en large partie expliqués par des différentiels socio-économiques. Mais, on se dit, alors ça c'est pas très joli comme graphique, mais en fait, c'est peut-être un de mes préférés. C'est, on voit cette même association dans chaque région, ancienne région de France. Donc ça c'est l'Île-de-France, donc toujours avec des communes particulièrement favorisées. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui est à mon avis assez rare, c'est-à-dire qu'on a une reproductibilité de l'association dans toutes les régions de France, quelles qu'elles soient. On a toujours cette association entre le niveau socio-économique et la mortalité. Elle n'est même pas hétérogène. Par contre, une fois qu'on se dit, tiens, j'habite dans une commune à un niveau socio-économique donné, toujours avec le FDEP, donc prudence, on a des écarts de mortalité qui sont assez importants. Le pire étant le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire que quel que soit le niveau socio-économique de la région, vous avez une surmortalité de base, par rapport à, par exemple, vous allez avoir des écarts de 30% à 40% de surmortalité par rapport au Poitou-Charentes, par exemple. Bon, alors voilà, après, ces inégalités sont plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Elles ont cru chez les hommes, pas chez les femmes. Elles sont plus élevées chez les 25-65 ans que chez les moins 25 ans et plus de 65 ans. Par contre, ça a augmenté chez les moins de 25 ans, chez les 25-65 ans, pas chez les plus de 65 ans. Et puis, au sein des tranches d'unité urbaines, ça n'a pas trop bougé.
Les plus élevés étant en agglomération parisienne. Là, c'est essentiellement parce que c'est là que les inégalités sociales sont les plus importantes. Mais entre les périodes, ça n'a pas bougé, alors qu'on voit, les inégalités ont augmenté en moyenne. Et donc, ces inégalités ont augmenté en tranche d'unité urbaine et pas en intra-tranche d'unité urbaine. Ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors, on a aussi appliqué ces indices, et d'ailleurs l'indice est disponible dans le SNIRAM, donc aux différentes... voilà, les ALD pour cancer du poumon, ça va dans un sens attendu de plus d'ALD pour les communes les plus défavorisées. Chez les femmes, c'est l'inverse. Cancer du sein, c'est négatif également. Maladie alcoolique du foie, c'est là qu'on a les associations les plus élevées, donc c'est concordant avec ce qu'on observe à l'échelle individuelle. Diabète et traitement pour BPCO de façon également identique. Donc c'est vrai que souvent dans la littérature, on voit dans les articles qui sont produits sur le SNIRAM, on a ajusté sur le FDEP, c'est la seule donnée socio-économique qu'on ait pratiquement. Bon, c'est évidemment insuffisant. Et puis je termine, alors je ne sais pas si je vous en suis dans le timing. Hein, j'ai un peu dépassé. Alors rapidement, je vais être bref sur le modèle multiniveau. Voilà, on se dit, bon bah très bien, mais est-ce que les inégalités spatiales c'est seulement le reflet de l'inégalité sociale entre les différents territoires, ou est-ce que c'est plus que ça? Et quels seraient les autres facteurs qu'on pourrait analyser? Donc quand on fait un modèle multiniveau, on met à tout dans le même sac, des données individuelles, des données spatiales ou collectives. Et puis on a au passage regardé le temps de trajet aux soins. Donc on observe toujours ces inégalités individuelles de mortalité entre les catégories. Lorsqu'on met le désavantage social, le FDEP, on a une association qui perdure même après ajustement sur le niveau socio-économique individuel. Mais alors par contre sur le temps de trajet aux soins, on a un truc un peu bizarre. À la limite presque être éloigné des médecins, ça protégerait, mais non mais ouais, en notre cas on n'a pas trouvé à ce stade des associations très fortes. Bon, et après, là, je passe vite, c'est pas utile. Donc voilà, essentiellement on a la commune dans les bases de données médico-administratives, c'est évidemment insuffisant et je pense qu'on gagnerait à avoir des données plus fines, sans de difficultés sur le plan de la confidentialité. On pourrait avoir les données à l'échelle de l'IRIS, en tout cas sur la question de la confidentialité, après c'est une question de système d'information, mais on gagnerait pas mal en précision, puisqu'il y a quand même en milieu urbain une forte hétérogénéité. Je l'ai dit brièvement, mais vraiment le projet phare, en tout cas pour mesurer les inégalités sociales de santé en population générale, c'est le chaînage de l'échantillon démographique permanent avec les données du SNDS qui devrait commencer en 2019 et qui peut donner lieu, à mon avis, à une petite flopée d'études intéressantes. C'est bon à savoir. Et bon, après, il y a d'autres acteurs qui utilisent des car voyages pour ne plus avoir ces problématiques de découpage du territoire par des unités spatiales administratives. Voilà, et donc bien sûr la prudence sur le biais écologique, puis j'en ai quand même parlé. Et puis je plaide souvent pour l'accès et le chaînage de données socio-économiques issues des bases nationales. Puis un petit point aussi, c'est que si vraiment on veut avoir le meilleur proxy de la situation individuelle avec des données spatiales, il faudrait vraiment le faire comme ça, c'est-à-dire essayer de prédire le niveau socio-économique individuel avec des données spatiales pour éviter justement d'avoir un biais écologique au passage à l'échelle que j'évoquais tout à l'heure. Bon, là je pense que ça n'a pas grand intérêt, mais simplement pour dire que fondé sur c'est la théorie de la mesure après, mais on essaie d'avoir un lien entre le concept qu'on mesure et puis la méthode de construction de l'indice et pas l'inverse. Voilà, merci. J'ai coupé le micro. J'ai une question peut-être
très naïf à poser, mais enfin, pour moi, l'espérance de vie, c'est très clair, mais la mortalité, du coup, comment c'est mesuré? Peut-être que... C'est-à-dire l'espérance de vie, c'est très clair, mais la Parce que, mortalité... essayer de chercher des mesures pour, des mesures spatiales ou de santé pour essayer d'expliquer la mortalité. Mais qu'est-ce que la mortalité? Alors des taux standardisés, de standardisation directe ou indirecte, c'est ça qu'on fait en général. Hein. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors quand on a des données longitudinales, on peut faire une analyse de survie avec... vous avez des gens, vous les suivez jusqu'à leur décès, et vous regardez les différentiels de survie selon le niveau socio-économique. C'est ça qu'on fait avec l'échantillon graphique. En fait, c'est leur durée de vie finalement, leur espérance de vie. C'est la durée, sur des données longitudinales, c'est la durée de vie qu'on regarde. Et ensuite, on peut regarder ça, les différentiels de risque d'incidence par cause de décès, ce qui fait donner un nom barbare, mais hazard ratio par cause spécifique, mais qu'on regarde selon le niveau socio-économique. C'est ça en fait, hein, le RI d'ailleurs, c'est ça. On met comme variable explicative ce qu'on appelle le rang socio-économique. On fait des modèles de Cox et puis on mesure le bêta qui est le RI. Le bêta entre le rang socio-économique et durée de vie. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, si je peux poser la question de façon plus basique, j'en sais rien, mais moi je comprends cette question, je la comprends autrement. Tu as montré des cartes avec des taux de mortalité différents. Alors c'était des SMR souvent, C'était des SMR, des ratios standardisés de mortalité, ce que j'ai pas mal montré. C'est ça la question, moi en tout cas, c'est parce que, tu veux, si on dit ça basiquement, la mortalité, c'est pas compliqué, c'est 100% par prix. Ouais, c'est ça. Tout le monde meurt. Voilà, donc quand on dit qu'il y a des inégalités de mortalité, il y a un tout petit truc à préciser, je crois, comment... C'est vrai que je suis pas allé... non, mais d'accord, je crois non, mais... parce que c'est comme ça que je comprends la question, et puis au fond, je l'ai un peu aussi. Ah bah, du coup, les SMR, ça te parle ou tu... Ah non, quand tu me dis SMR, ça va, mais comme ça a été vite... Et... Ouais. Bon, voilà, quoi, c'est... Mais c'était ça, hein, la plupart du temps. On n'est pas très loin de la durée de vie, au fond. Ah bah non, oui, non, bah, en général, ça fonctionne bien. Enfin, on est en train de mesurer des quantités qui essaient de mesurer des différentiels de risque de mortalité, au final, moyennés sur la population et standardisés sur l'âge et les sexes, la structure d'âge et de sexe des zones géographiques concernées. Alors, je ne sais pas si je peux continuer, moi j'avais une question complémentaire un peu, qui m'intéresse pour d'autres choses aussi, c'est comment on mesure la variabilité. Je veux dire, on dit c'est plus variable à une telle période qu'à telle autre. Ben, c'est quoi l'indicateur de variabilité? Ouais. Il y avait des graphiques qui mettaient variance. Tout à fait. Ah bah oui, non, mais c'est un modèle mixte en fait. Hein. Tu fais un modèle, effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail à ce moment-là. C'est un modèle mixte où tu mets un effet aléatoire de l'unité spatiale. Tu mesures du coup la variabilité à cette échelle-là. Et puis tu peux mettre plusieurs échelles en même temps dans le même modèle. Et tu mesures du coup les variances observées aux différentes échelles. Non? Si, je vois un peu comme ça ce que tu veux dire. Après, c'est la question, est-ce que c'est une mesure, est-ce que c'est une vraie mesure quantitative comme des kilomètres ou tu vois, je veux dire, en tout cas, on est en train de mesurer ce qui est important. C'est 2 fois plus variable quand la variance est 2 fois plus grande, par exemple. Enfin, on peut le dire. Non, oui, bon après, est-ce que c'est la variance, est-ce que c'est l'écart type, et à quelle échelle on se passe c'est un point. Par contre, l'avantage d'un modèle mixte comme ça, donc le poisson plus un effet aléatoire par exemple, c'est que tu enlèves la variance poissonienne lorsque tu mesures que la variance extra-poissonienne, les composantes de cette variance extra-poissonienne. Je ne sais pas si c'est plus clair. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la part relative des caractéristiques individuelles et des caractéristiques spatiales dans la mortalité? Et est-ce que cette part varie selon le niveau social des individus? Alors, voilà, donc là on voit qu'on est sur justement l'explication de la variance spatiale, hein, et on a rajouté, on a ajouté par exemple des variables individuelles, là.
Non, c'est petit. C'est petit, mais en toute cause, finalement, on explique très peu la variance spatiale avec les variables individuelles. C'est ça l'idée, c'est que ça diminue très peu la variance spatiale lorsqu'on ajoute les variables de niveau socio-économique individuel. J'ai pas mis toutes les variables individuelles possibles, seulement les variables socio-économiques individuelles. Alors attention, oui, j'ai oublié de dire, et c'est pour ça que je suis passé vite aussi, c'est que c'est des modèles multiniveaux sur des données de l'EDP, avec du coup on a montré qu'il y avait une certaine fragilité de ces estimations, parce qu'il y a on commence à travailler sur des événements rares, assez rares par unité spatiale, il n'y en a presque plus, et donc on est à la limite de la validité, donc je ne veux pas non plus dire que c'est que la précision statistique de ces estimations est millimétrique. Mais bon, voilà, apparemment ça diminue peu la variance spatiale lorsqu'on... Tu vois ce que je veux dire? La question en fait elle est dans l'autre sens. Ah. Je vais mourir, Quelle est la part? elle a 70% pour mes caractéristiques personnelles et à 30% pour mes caractéristiques environnementales. C'était quelque chose comme ça que je cherchais. C'est surtout ta faute. C'est surtout ta faute que ça s'est clair. Ouais, je pourrais pas te faire une réponse là tout de suite. J'ai une question, j'en profite. Là, c'est des données sur la France métropolitaine. Wow. Est-ce que vous vous occupez parfois de ces pauvres... Non mais c'est une vraie question, enfin... C'est une bonne question. Parce on me pose régulièrement. Alors on y travaille. Voilà. Déjà le premier truc c'est qu'on y travaille parce que le FDEP on l'avait même pas calculé dans les DOM. On est en train de le faire. Avec cette question qui est est-ce que on met les données des DOM en gros dans le set de calcul du FDEP, sachant que ça risque d'être des données un peu atypiques qui vont influencer fortement le truc, ou est-ce qu'on ne les met pas dans le set et puis en fait on estime a posteriori avec les paramètres. On est en train d'y réfléchir. J'ai pas les réponses. Mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a. Là, j'ai présenté que des résultats. Les DOM, j'imagine, ils ne sont pas équivalents en termes de... Ouais, la distribution socio-économique et spatiale, d'où la question. Est-ce qu'on le fait vraiment dans le même lot ou est-ce qu'on le fait à part et complètement séparément? On n'a pas tranché, on va regarder déjà la distribution de ces variables et voir si c'est logique, si ça a du sens. Merci. Juste sur un des derniers slides, vous parliez de la distance aux soins. Et je voulais savoir en 4, c'était voilà, en 5 quartiles, mais du coup, est-ce que vous utilisez par exemple pour étudier ça, c'est la distance à quel type de soins? Est-ce que c'est aux médecins généralistes, aux soins primaires, pharmacie ou autre, pour l'hôpital? Et du coup, est-ce que vous utilisez l'APL? Parce que c'est ce qu'il y a quand même de plus fort. C'est l'APL. Enfin, en tout cas, on a travaillé avec l'IRDES sur ce sujet. Il me semble que c'est eux qui avaient produit cette mesure. Et on a récupéré ça, oui, donc l'APL. Sauf que la période collait pas vraiment aussi. On avait ce petit souci. Parce qu'ils sont revenus un peu en arrière. Mais l'APL, il y en a aussi pour plusieurs types. L'accessibilité potentielle localisée, ce qui permet d'avoir des distances, mais qui ne dépendent pas forcément des frontières de la commune, mais qui prennent réellement le professionnel de santé le plus proche. Mais à l'époque où on l'a fait, de la personne. C'était les données de 2007, alors que le suivi était sur 90-2007. Donc on n'était pas totalement détendu là-dessus, mais on l'a fait quand même. Et globalement, ce que je peux dire, c'est que voilà, je mettrai aussi une certaine prudence sur ces résultats, même si on les a publiés et qu'on est resté prudent. Entre autres parce que ce truc est quand même très très lié à la densité de population, d'une façon générale, donc au niveau rural, urbain, machin, et tout ce que j'ai dit, qui fait que c'est un peu difficile à démêler en réalité. On a une tellement forte association que voilà, si on ajuste fortement sur le rural urbain, on a une forte sensibilité de cette estimation, mais on n'obtient jamais des résultats, disons, convaincants, où on se dit tiens ça va dans un sens simple, ça fait toujours des trucs bizarres, entre autres parce que les modèles mixtes, enfin en l'occurrence sur des données rares, sont assez fragiles et sensibles à des variations, enfin sur il nous faudrait des données plus fréquentes. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que dans le timing, c'est pas la même période. Non, c'est pas la même période. Mais il dépend aussi de l'offre de soins dans la mesure où c'est de temps disponible, le médecin, en fonction de la population, etc.
Et là, c'est quoi du coup alors? Et là, à mon avis, c'est pas l'APL. On l'a Oui, non, ben non. on l'a pas utilisé parce que on a utilisé des distances aux soins qui nous étaient fournies dans les années 90, alors je ne saurais plus le dire exactement. On a vérifié que c'était quand même très corrélé à l'APL en l'occurrence. D'accord. Ouais, pour information, donc certes à des périodes différentes, mais en tout cas on se dit que c'était pas trop déconnant, si je puis me permettre. La dernière question. Je voulais savoir, quand on regarde le revenu médian et son évolution avec le FDEP, on voit que c'est quasiment linéaire avec une corrélation très forte. Alors pourquoi ne pas utiliser simplement le revenu? Ouais, bonne question. Bon. Le revenu est-il le seul et l'unique variable, la seule unique variable qui représente le niveau socio-économique? Est-ce qu'il n'y a pas des dimensions, niveau d'études, la profession, voilà, qui peuvent être différentes et qui peuvent un autre sens, mais c'est là l'intérêt de la question. Qu'est-ce que le niveau socio-économique? On a peut-être tous des perceptions différentes. Je pense que ceux qui sont persuadés que c'est que le revenu, je les invite à utiliser le revenu pour mesurer le niveau socio-économique, il n'y a pas de sujet. Nous, on s'est dit, bon, il y a des dimensions qui sont un peu différentes, qui sont très corrélées qui méritent d'être prises en compte. Ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'on se rend compte sur la distribution du revenu proprement dite, qu'elle est assez erratique en fait, parce qu'une personne très riche va pouvoir influencer le truc très, très fortement. En fait, c'est vrai de toutes ces variables. Quand on regarde à une échelle fine, on peut avoir une variabilité pour une raison un peu arbitraire, quelqu'un s'installe, et voilà. Et on pense que, et d'ailleurs lorsqu'on a regardé l'association avec la mortalité, ça se vérifiait, alors c'est une vérification assez indirecte, qu'on stabilise un peu l'indicateur lorsqu'on prend plusieurs dimensions à la fois. Parce qu'il y a moins de chances pour qu'il y ait on va dire, quelque chose d'un peu, un événement exceptionnel sur plusieurs de ces composantes en même temps. Bon, après, indirectement, on se rend compte qu'effectivement, la meilleure association, si on prend chaque variable séparément, on a une moins bonne association avec la mortalité que si on prend le FDEP en synthétisme. Mais je suis d'accord que c'est pas une validation valable, enfin c'est juste un indice indirect qui nous permet de penser que ça a du sens, que voilà, ça stabilise potentiellement, notamment dans les petites communes. Je sais pas si... Bon, c'était la dernière. Donc...